En 1480, en Roumanie, le prince Vlad est heureusement marié à Élisabeth. En signe de leur amour, Vlad offre à Élisabeth une petite boîte à musique. Un jour, leurs ébats sont interrompus par des chevaliers qui traînent Vlad de force car ils ont besoin de lui au combat. Le pays est en guerre, et comme l'ennemi se rapproche, Vlad ordonne à ses hommes d'emmener Élisabeth dans un autre château pour sa sécurité. Avant de partir, Vlad est béni par le pape et demande une protection sainte pour sa femme. Dans la forêt, Élisabeth est escortée vers le nouveau lieu. Malheureusement, un soldat ennemi se cache dans les arbres et abat immédiatement 2 gardes avec des tirs de flèches rapides. Les autres gardes se préparent à combattre et font avancer Élisabeth à cheval. En dehors de la forêt, Vlad brise un tas de barils d'huile pour allumer un feu qui agit comme une ligne de défense pour contenir l'armée ennemie. Une bataille féroce commence et bientôt des hommes des 2 côtés meurent partout, mais l'armée de Vlad a clairement l'avantage. Avec un grand savoir-faire et un travail d'équipe, ils œuvrent dur pour remporter le combat. Quelques instants plus tard, Vlad et son armée apparaissent devant le roi ennemi avec toutes les têtes de leurs adversaires empalées sur leurs lances. Le moment est interrompu lorsque Vlad est informé de l'attaque contre sa femme, alors il part à sa recherche. Pendant ce temps, Élisabeth galope aussi vite qu'elle peut tandis que des soldats ennemis la poursuivent. Cette zone est connue sous le nom de forêt des loups, et des milliers de pièges à ours sont cachés sous la neige. 2 soldats sont mis à terre par ces pièges tandis qu'Élisabeth réussit bien à les esquiver. Malheureusement, sont finis par se prendre aussi dans un piège, et elle tombe, ce qui permet aux ennemis de l'encercler tout en testant prudemment la présence de pièges avec leurs épées. Élisabeth essaie de s'éloigner pour finir par marcher sur un piège, elle aussi. Quand Vlad arrive, son cheval est également renversé par un piège à ours. Il continue à pied et bientôt, il combat 2 soldats ennemis, les abattant rapidement. Vlad lance son épée pour tuer l'homme qui approche d'Élisabeth, et l'épée la transperce accidentellement aussi. Vlad en larmes berce Élisabeth dans ses bras alors qu'elle meurt. Quelque temps plus tard, Vlad rend à nouveau visite au pape et se déchaîne contre Dieu pour ne pas avoir protégé sa femme. Bien que Vlad ait beaucoup tué en son nom, il veut qu'Élisabeth revienne et demande un miracle que le pape ne peut pas fournir. Furieux, Vlad tue le pape avec un crucifix et dit qu'il ne suivra plus Dieu à moins qu'Élisabeth ne soit ramenée à la vie. Soudain, le vent se lève dans la pièce et la statue de Jésus se met à pleurer, mais Vlad a l'air fier. Ces hommes, terrifiés, doivent le traîner hors de l'église. 400 ans plus tard, en France, un prêtre visite une clinique psychiatrique pour parler au docteur Dumont, qui dit avoir un cas très délicat qui inquiète même la reine d'Angleterre. Les hommes traversent ensuite les couloirs de la clinique où des dizaines de fous se comportent mal et où les docteurs les traînent brutalement. Finalement, ils franchissent une porte d'acier qui les emmène par un tunnel jusqu'à une pièce scellée où Maria est maintenue enchaînée. C'est une femme italienne qui est fiancée au petit-neveu de la reine, et comme elle s'était opposée à une église, le mariage a eu lieu dans le domaine familial. Cependant, le marié a amené un évêque pour bénir l'union, et le voir a rempli Maria d'hystérie. Les archives disent qu'elle est née en 1759, ce qui est impossible car cela voudrait dire qu'elle a 130 ans. Son âge et son allergie à Dieu leur font se demander si elle est une créature du diable. Pendant que les hommes discutent du cas, Maria se réveille et siffle sur eux. Le prêtre s'approche pour regarder de plus près et remarque ses crocs. Il conclut donc qu'elle est un vampire. Il explique qu'elle est la première à être capturée vivante et que les vampires peuvent sortir à la lumière. Ce sont juste les rayons directs qu'il ne supporte pas. Pour le prouver, il ouvre la fenêtre et le soleil brûle immédiatement sa peau. Quand le prêtre tient un crucifix devant son visage, il prend feu. Ensuite, il coupe le doigt de l'assistant de Dumont, Simon, et laisse tomber quelques gouttes de sang dans la bouche de Maria pour la faire coopérer. Le prêtre vérifie son cou et trouve les marques de morsure qui l'ont transformé en vampire. Il explique que l'Église combat les vampires depuis des siècles, mais qu'ils n'ont toujours pas trouvé celui qui a tout commencé. Désespérée pour plus de sang, Maria mentionne que le premier vampire est son maître. C'est un prince qui viendra bientôt dans la ville pour chercher sa princesse. Pendant ce temps, le notaire Jonathan traverse une forêt de nuit. Le conducteur arrête soudainement la calèche et dit qu'il ne peut pas aller plus loin car les loups vont bientôt sortir, alors il laisse Jonathan avec ses bagages, une torche et un crucifix. Jonathan termine son voyage à pied tout en maintenant les loups à distance avec la torche. Finalement, il arrive à un grand château. Et quand il franchit l'entrée, le portail se referme automatiquement derrière lui. Une autre porte s'ouvre et se ferme d'elle-même, permettant à Jonathan d'entrer dans une pièce où une personne l'attend sur le balcon pour disparaître dans un éclair. Soudain,
Jonathan est surpris par un vieil homme apparaissant derrière lui. L'homme jette la torche et allume les lumières avant de se présenter comme le prince Vlad, également connu sous le nom de comte Dracula. Les hommes s'assoient à table, et Jonathan est heureux de manger la délicieuse nourriture, mais Dracula n'en prend pas. D'un geste de la main, Dracula envoie une assiette vers Jonathan, qui pense que ce n'est qu'un tour. Ensuite, Jonathan cherche des documents dans son sac, et pendant qu'il est distrait, Dracula tue un rat avec une fourchette. Il l'écrase de sa main nue pour verser son sang dans sa tasse et le boire. Jonathan explique que le comté qu'il représente est intéressé par l'achat d'une vieille abbaye à Paris qui appartient à Dracula, espérant la transformer en hôpital. En sortant plus de documents, Jonathan laisse accidentellement tomber le crucifix. Quand Dracula lui demande s'il est croyant, Jonathan dit non et partage que le cocher le lui a donné. D'un autre geste de la main, Dracula jette le crucifix dans le feu et surprend Jonathan en apparaissant à ses côtés, disant qu'il est l'heure d'aller se coucher. Après que Jonathan soit conduit à ses chambres, Dracula lui demande de ne pas quitter la pièce pendant la nuit. Puis Dracula retourne dans la salle à manger et joue de la musique avant de dire à une gargouille de le surveiller. Jonathan trouve un livre dans la pièce et jette un coup d'œil au texte expliquant l'histoire du château. Il y a un dessin du jeune Vlad, mais le portrait du prince manque. Pendant ce temps, le prêtre visite le fiancé de Maria, Henri, et lui dit que Maria est en bonne santé, mais qu'il travaille encore à chasser le mal en elle. Le prêtre fouille ensuite la chambre de Maria pour trouver plus d'indices. Parmi ses affaires, il trouve la page de livre manquante avec le portrait d'Élisabeth. Au milieu de la nuit, Jonathan quitte sa chambre. Il regarde autour de lui quand il remarque une lumière derrière une porte, alors il passe et trouve des escaliers effrayants qui le mènent à un sous-sol raffiné. Au milieu de la pièce, il voit un cercueil, et quand il l'ouvre, il découvre Dracula endormi. Le comte lui dit qu'il n'aurait pas dû quitter la pièce et Jonathan est soudainement assommé par une gargouille. Quand il se réveille, Jonathan se retrouve enchaîné par les gargouilles. Ils le pendent par les pieds et Dracula lui entaille le cou pour faire goûter son sang dans un bol. Quand Jonathan se demande comment Dieu pourrait créer une telle créature, Dracula rit d'une manière très dérangeante et lui demande son dernier souhait. Jonathan veut connaître l'histoire de Dracula et le comte trouve l'idée si amusante qu'il fait descendre les gargouilles. Dracula partage ce qui s'est passé tout en se souvenant des funérailles d'Élisabeth. Il explique qu'il a passé tous ces siècles à l'attendre parce qu'il sait que les âmes pures peuvent se réincarner. La recherche n'a pas été facile. Par exemple, pendant la peste noire, la moitié de la population féminine est morte et l'autre moitié se rassemblait dans des lieux saints où il n'était pas le bienvenu. Il est devenu si seul qu'il a commencé à envier les humains pour leur capacité à mourir. Un jour, Dracula s'est endormi sur la tombe d'Élisabeth. Le lendemain matin, il s'est réveillé avec un tel désespoir qu'il est allé à la fenêtre la plus proche et a essayé de se suicider. Cependant, il a survécu à la chute. Dracula a continué d'essayer encore et encore, mais peu importe combien de fois il tombait, il survivait toujours. Comme il ne pouvait pas parcourir le monde entier à la recherche d'Élisabeth, Dracula a décidé qu'il avait besoin d'un plan pour l'attirer à lui. Pendant plus d'un siècle, il a développé un parfum en utilisant les fleurs les plus belles et les plus magiques des jardins les plus célèbres. Finalement, il a testé le parfum en Italie, où les femmes ont immédiatement commencé à le suivre. Le parfum était si puissant que Dracula pouvait aller à des fêtes et faire danser tout le monde en parfaite synchronisation sous son contrôle. Un jour, à Versailles, Dracula a cru avoir enfin trouvé Elisabetta, mais la femme qu'il a abordée n'était pas sa femme. L'erreur l'a fait pleurer et réaliser qu'il avait passé son temps à sauter de fête en fête, rempli d'alcool et de débauche, mais pas d'amour véritable. Il a décidé d'arrêter de chercher et de faire les autres à sa place. Au milieu de la fête, Dracula s'est mis à mordre toutes les femmes dans la pièce pour en faire des vampires, y compris Maria. Ensuite, Dracula est retourné à la tombe d'Élisabeth et l'a ouverte. Il a frappé le cercueil pour le briser et a découvert qu'il ne restait que les cendres d'Élisabeth. La vue l'a fait craquer, et il a décidé de ne plus jamais quitter le château. Les gargouilles lui apporteraient des richesses et agiraient comme ses serviteurs tandis que ses vampires continueraient les recherches. Dans le présent, Jonathan dit à Dracula qu'il peut comprendre un amour si fort parce qu'il est fiancé. Son médaillon a une photo de sa fiancée, Mina. Alors, Dracula jette un coup d'œil et est submergé par l'émotion quand il réalise que cette femme est la réincarnation de sa femme. Dracula décide alors de laisser Jonathan vivre pour le remercier de l'avoir réuni avec son amour. Il appelle toutes ses gargouilles et leur dit de lui apporter beaucoup de sang parce qu'il doit être beau avant de rencontrer Elisabetta. À Paris,
Le prêtre montre à Dumont le portrait qu'il a trouvé, disant qu'ils doivent localiser une femme qui ressemble à cela pour capturer Dracula. Le prêtre lit un passage d'un livre qui explique que Dieu peut refuser de donner la mort en cas de blasphème. Cependant, Dieu peut aussi pardonner l'offenseur en cas de vrai repentir, ce qui lèverait la malédiction. Cela signifie que s'il tue Dracula, tous les vampires qu'il a créés redeviendront humains. À ce moment-là, Simon entre dans le bureau et remarque le portrait, faisant remarquer qu'il y a une femme qui ressemble exactement à cela dans la zone des visiteurs. Dumont et le prêtre se précipitent dans l'autre pièce et rencontrent Mina, qui explique qu'elle est une proche amie de Maria. Elles se sont rencontrées il y a quelques jours à une fête, et depuis, Maria ne la quittait plus. Maria était toujours très gentille jusqu'au mariage où elle a perdu la raison à la vue de l'évêque. Mina avoue qu'elle a des doutes sur son propre mariage parce qu'elle a l'impression de ne pas être à sa place dans cette époque. À l'abbaye, Dracula apparaît déguisé en sans-abri, et les religieux acceptent de l'héberger. Cependant, il laisse tomber son déguisement dès qu'il entre dans la chapelle et vaporise son parfum sur une statue de Jésus, faisant se précipiter toutes les religieuses de l'abbaye vers la chapelle. Elles tombent à genoux, submergées par le désir, et forment bientôt un tas autour de Dracula pour chercher désespérément son attention. Sans hésiter, Dracula commence à se nourrir d'elles. Au château, Jonathan attend d'être seul pour jeter une couverture sur des outils pour les rapprocher et briser ses chaînes. Quand une gargouille entre, elle trouve Jonathan en train de sortir par la fenêtre. Elle coupe immédiatement la couverture pour lui couper son support, mais Jonathan réussit à se tenir au mur. Les gargouilles commencent alors à essayer de l'atteindre par des trous sans succès, donc l'une d'elles le frappe avec un crochet pour le faire tomber. Jonathan roule sur la neige et son corps s'arrête sur un lac gelé. Quand une gargouille essaie de le suivre, la glace se brise et elle se noie, donc les autres ne savent pas comment l'atteindre. Remarquant cela, Jonathan commence à s'éloigner, blanc de peur. Quelque temps plus tard, Dracula arrive à la clinique psychiatrique, looking plus jeune et en meilleure santé. Il utilise son parfum pour contrôler Simon et le fait le guider vers la chambre de Maria. Maria dit à Dracula qu'elle a trouvé Elisabetta et il la récompense en la laissant se nourrir de Simon. Le matin, le prêtre fait des recherches et trouve une image de Vlad. Plus tard, il est appelé à la clinique et Dumont lui dit que Maria a disparu. Simon est devenu un vampire et a été attaché à un lit. Le prêtre remarque les crocs de Simon et un parfum très fort sur ses vêtements. Quand Dumont partage la description de l'intrus qui a pris Maria, le prêtre réalise que Mina est en danger. À la pension, Mina ouvre la porte en entendant frapper et est choquée de trouver Maria, en bonne santé, qui lui dit que Dumont l'a libérée. Maria explique qu'elle a une amie qui a hâte de rencontrer Mina et la fait changer en de plus beaux vêtements. Les femmes vont ensuite à un hôtel où Dracula attend. Voir à nouveau le visage de sa femme le fait pleurer. Après avoir couvert Mina de compliments, Dracula embrasse sa main, lui provoquant une vision d'eux ensemble. Se sentant plutôt mal à l'aise, Mina retire sa main et part avec Maria s'amuser à la fête foraine. Dracula les suit tandis que les femmes profitent de la nourriture, des boissons, des jeux, d'un spectacle sur une fausse sirène et d'animaux mignons. Quand elles entrent dans une maison hantée, les femmes se séparent accidentellement et Mina se perd. Elle crie quand elle est surprise par un faux squelette et Dracula apparaît immédiatement à ses côtés pour la guider dehors. Au stand de tir, Dracula lui apprend à tirer et dans son étreinte, Mina a une autre vision du passé. Ensuite, Dracula les invite à se reposer dans sa chambre d'hôtel en attendant le feu d'artifice. Mina et Dracula bavardent un moment et il lui montre la petite boîte à musique. Quand il joue la chanson, Mina la trouve familière et commence à avoir des visions d'être Elisabetta. Elle recule immédiatement et accuse Dracula de lui jeter un sort. Dracula essaie de lui raconter l'histoire d'Elisabeth et ses espoirs pour sa réincarnation, mais elle insiste pour dire qu'elle n'est que Mina. Ils terminent leur discussion en lui offrant la boîte à musique. Puis Maria entraîne Mina pour regarder le feu d'artifice. À la fin de la soirée, Dracula raccompagne Mina chez elle, la laissant avec un grand sourire. Mais son bonheur est remplacé par le choc quand elle trouve le prêtre et Dumont s'occupant d'un Jonathan malade dans le salon. Le prêtre lui raconte ce qui est arrivé à son fiancé, mais Mina refuse de croire que Dracula pourrait être cruel. Alors, le prêtre doit expliquer que Dracula est un vampire qui se nourrit de sang humain et utilise un parfum pour contrôler ses victimes. Il vérifie son coup et est soulagé de ne voir aucune marque de morsure. Mina se précipite dans sa chambre pour pleurer en privé et finit par ouvrir la boîte à musique. Elle continue d'avoir des visions d'Elisabeth et ne sort de sa transe que lorsque Dracula apparaît à côté d'elle. Mina lui demande de partir,
alors Dracula essaie de sortir par la fenêtre. Ne connaissant pas ses pouvoirs, elle pense qu'il est sur le point de se suicider et l'arrête. Puis elle commence à l'accuser de la tromper. Alors Dracula l'assure qu'il n'a jamais utilisé le parfum sur elle et jette la bouteille dans le feu. Ensuite, elle mentionne le sucement de sang, ce que Dracula admet faire, mais promet qu'elle ne sera jamais sa victime. Le nez de Mina se met à saigner, alors Dracula prend le sang avec ses doigts et le lèche. Puis il prend sa main et lui dit des choses romantiques tandis que les visions reviennent. Entendant les derniers mots qu'il a dit à Elisabetta, Mina accepte enfin les souvenirs comme siens et appelle Dracula son amour avant de l'embrasser. Ils finissent par faire l'amour et Mina demande aussi l'immortalité. Alors, Dracula la mord pour la transformer. À ce moment, le prêtre sent le même parfum qu'il a détecté à l'hôpital et réalise que Dracula est dans la maison. Il prend un pistolet et se précipite dans la chambre de Mina pour la trouver vide. Le prêtre et Dumont pensent que Dracula a dû ramener Mina à son château et Jonathan accepte de les y emmener. Pendant ce temps, Maria retrouve Henri. Elle est très affectueuse avec lui pour le distraire. Quand elle est sur le point de le mordre, le groupe du prêtre l'interrompt. Maria rugit furieusement et se prépare à attaquer, alors le prêtre l'abat. Cependant, Maria récupère rapidement et assomme Henri avant de capturer le prêtre pour essayer de le tuer. Jonathan trouve une épée sur le mur et l'utilise immédiatement pour décapiter Maria. Sa tête s'envole et assomme Dumont tandis que son corps étrangle le prêtre un peu plus longtemps avant de s'effondrer. Comme il tremble encore, le prêtre prend un crucifix et poignarde le cœur de Maria pour la tuer définitivement. En Roumanie, un groupe de serviteurs laisse un cercueil à l'intérieur du château. Dracula et Mina en sortent, et il lui fait visiter le château. Après avoir rencontré les gargouilles, Mina joue la musique de la boîte et enfile la robe d'Élisabeth. Au portail du château, l'équipe du prêtre est arrivée avec des soldats. Ils attendent que les serviteurs partent et se précipitent pour maintenir le portail ouvert afin de pouvoir entrer. Un soldat tire sur la porte d'entrée tandis que des hommes près de la forêt ouvrent le feu avec des canons, faisant s'effondrer de nombreuses parties du château. Dracula dit à Mina de rester dans la pièce pendant qu'il sort combattre, mais Mina est terrifiée parce que les boulets de canon détruisent son plafond. Les gargouilles descendent combattre les soldats, les abattant un par un. Cependant, l'armée les dépasse largement en nombre, donc il n'est pas difficile pour les humains de continuer à avancer et de prendre le contrôle du château. Jonathan guide ses amis vers la pièce du sous-sol pendant que les soldats fouillent les étages supérieurs. Mina les voit arriver et verrouille sa porte. Dans le sous-sol, les soldats ouvrent le feu sur le cercueil. Malheureusement, Dracula apparaît derrière Jonathan et l'assomme en le traitant d'ingrat. Ensuite, il commence à combattre les soldats avec une épée, se déplaçant rapidement parmi eux avec des coups précis pour les abattre un par un. Bientôt, plus de soldats arrivent, mais Dracula les tue rapidement aussi. Henri utilise cette distraction pour tirer sur Dracula avec 2 pistolets en même temps, mais cela ne fait rien. Dracula saute sur lui et lui mord le cou. D'un geste de la main, Dracula ferme la porte pour empêcher plus de soldats d'entrer et tient le prêtre en joue avec son épée. Le prêtre dit à Dracula que Dieu n'a jamais voulu qu'il tue pour lui parce que Dieu ne veut pas que sa création soit détruite. Quand les gens tuent, ils le font pour eux-mêmes. Quand le prêtre dit qu'il a été envoyé par Dieu pour sauver Dracula, le comte fait remarquer que son seul salut est Mina. Cependant, le prêtre dit que Dracula sera sa damnation. Entendant Mina crier dans sa chambre, Dracula se précipite pour l'aider et demande à ses gargouilles de lui gagner du temps. Pendant que les gargouilles combattent les hommes dans le hall, Dracula tue tous les soldats dans l'aile. Une fois tous tombés, il fait irruption dans la pièce pour se réunir avec Mina dans une étreinte. Le prêtre essaie de le suivre, alors Dracula ferme la porte. Cependant, le prêtre lui rappelle que s'il aime vraiment sa femme, il doit faire ce qui est juste. Ignorant les supplications de Mina, Dracula quitte la pièce et enferme Mina à l'intérieur. Il s'appuie contre la porte, et le prêtre prie son dieu tout en embrochant le cœur de Dracula avec un pieu pour le tuer. Ensuite, Mina le traîne dans la pièce pour qu'ils puissent partager des derniers mots d'amour avant que Dracula ne se transforme en cendre. Toutes les lumières du château s'éteignent et les gargouilles redeviennent des enfants humains. Jonathan vient chercher Mina et la trouve en pleurs sur les cendres qui s'envolent maintenant. Réalisant qu'il a perdu son amour, Jonathan s'en va. À l'extérieur du château, les cendres de Dracula se dispersent dans le vent.